À cause de votre personnalité particulière, de tous les abus dont vous avez souffert dans votre enfance, vous aurez des difficultés dans vos relations. Certaines seront abusives ou dominatrices. Vous aurez des difficultés pour vous en sortir, vraiment, et à assurer la sécurité de votre bébé. C'est ce que le psychologue a dit, et je crois qu'on part sur cette base-là. Oui, mais ça, c'est ce qu'ils ont pensé à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc vous vous opposez à son adoption? Oui, je m'y oppose. Bon, les circonstances ont changé, bien sûr. C'est votre droit si vous voulez faire ça. Oui, je m'y oppose. Vous croyez que j'ai abandonné? Eh bien non, je ne veux pas qu'il soit adopté. Ça va être dur, bien sûr, j'ai déjà eu le cas une fois, alors une seconde fois. Mais c'est ce que je veux pour mes enfants. Ce sont mes 2 enfants et je vais me battre pour eux, vous comprenez? Je ne veux pas juste vous dire, ok, prenez-les, vous comprenez? Je ne veux pas faire ça, c'est ma vie. Christopher Booker, historien de formation, est l'un des rares journalistes qui enquête et écrit régulièrement sur l'adoption forcée pour son éditorial au Daily Telegraph. Il a déjà été condamné pour avoir si bien décrit des cas que les SS les ont jugés reconnaissables. C'est ce que nous avons vu si souvent dans des domaines différents, au XXe et maintenant au XXIe siècle. Vous créez un système qui confère à des gens ordinaires un pouvoir extraordinaire sur la vie des autres. Mais malheureusement, cela fait partie de la face d'ombre de la nature humaine. Ils sont ravis, cela donne un sens à leur vie, le sens d'un statut. Ils sont convaincus de faire quelque chose de bien et de juste, mais lorsque ces qualités sont corrompues, elles mènent à la plupart des actes diaboliques de l'humanité depuis le début des temps. Sagesse et bonté à Janville paraissent viles. La corruption n'a de goût que pour elle-même. C'est ce qu'a dit Shakespeare. Le pire est la corruption du meilleur. C'est cela l'idéologie. C'est l'essence même de l'idéologie. Consciemment ou inconsciemment, ces gens sont dirigés par une haine du noyau familial stable. Et l'argent est devenu un ciment très important, parce qu'il y a d'énormes quantités d'argent en jeu. Beaucoup de gens sont impliqués. Un exemple flagrant, ce sont les familles d'accueil. Elles touchent 25 000 livres par an et par enfant. Et il y a encore tous les avocats. J'ai une amie qui a grandi dans les pays communistes, en Union soviétique et en Hongrie. Et elle me disait, le problème avec vous, les Britanniques, c'est que vous avez appris à faire confiance aux officiels et aux représentants du gouvernement et vous pensez que ce qu'ils font est juste. Voilà, Christopher Booker qui dénonce dans le Daily Telegraph les abus de cette politique. Alors Florence, est-ce que ce journal contourne cette règle du silence, le gagging order, qui dans ce type d'affaires est imposé aussi bien à la presse qu'aux familles? Absolument à tout le monde, et donc la RTBF a eu son gagging order, puisque un jour je me suis trouvée dans une cour de justice tout à fait officiellement, c'est-à-dire en tant que journaliste. Le juge aurait pu dire non, comme souvent, et puis il a eu l'air de s'amuser, il a dit oui, de toute façon elle peut rentrer, elle n'a pas le droit de faire de reportage sur ce qu'elle va entendre et voir. Les 2 avocats de la partie adverse étaient absolument furieux, ils ont d'ailleurs essayé de me forcer à donner mes coordonnées à la fin de l'audience. C'est ce que j'ai vu, puisqu'il s'agissait d'une famille, alors là, étrangère, une famille nigérienne. On a enlevé les 6 enfants d'une famille nigérienne, et pour le dernier, le petit bébé, les services sociaux les accusaient d'avoir essayé d'empoisonner ce bébé. Et ce qui était très intéressant, c'est que la police avait son avocat et disait nous ne pouvons pas poursuivre ces gens pour tentative de meurtre si nous n'avons pas les preuves qu'ils ont essayé. Et ces preuves, on ne les a jamais eues. Donc la police n'a pas poursuivi les parents, mais les services sociaux ont gardé le bébé. Et c'est ça que je n'étais pas censée voir
ni raconter. Et donc, effectivement, la RTBF a été prévenue des règles en vigueur dans le territoire britannique. Et cela ne vous a pas empêché de poursuivre votre reportage. Et nous allons le voir tout de suite, puisque dans cette deuxième partie, ce sont cette fois les enfants qui parlent, des enfants devenus adolescents et même adultes, et qui n'hésitent pas, eux non plus, d'une certaine manière, à briser cette loi du silence. Des enfants qui sont sous gagging order, ils ont 11 ans et 13 ans, ils ont échappé grâce à un très grand avocat qui s'est occupé de cette famille pendant 3 ans et qui a fini par gagner. Et donc ils racontent effectivement toute la peur qu'ils ont eue pendant 3 ans. Ils pensaient qu'ils allaient finalement être séparés. Ces enfants ont manifesté leur désir de faire connaître leur calvaire et de ne plus être muselés parce qu'ils estiment qu'ils ont compris ce qui leur arrivait et qu'ils ont droit à la parole. Je croyais que c'était un groupe de personnes qui venaient simplement parler à papa et maman. Mais petit à petit, j'ai réalisé. En fin de compte, je me suis dit, accroche-toi. Ces gens-là sont en train d'essayer de nous enlever de notre famille. Et ils arrivaient, sans prévenir à l'école, nous parlaient. Et puis, on allait au tribunal. Et là, ils mentaient sur ce que nous avions dit durant ces interviews. Et ça a vraiment tout changé pour nous. Nous ne pouvions plus être photographiés. Nous ne pouvions participer à un voyage scolaire sans la permission des assistants sociaux. Ils contrôlaient chaque aspect de nos vies. Nous ne pouvions pratiquement plus rien faire sur un ordinateur, ni aller sur Facebook ou autre chose. Papa a perdu son travail parce que nous étions dans cette procédure. Et maman a terriblement maigri à cause du stress. Et ma sœur a eu des crises d'épilepsie. Elle a eu besoin d'une chaise roulante. Moi, je ne pouvais plus dormir. Il faut vraiment que cela s'arrête maintenant. Avant, j'étais en parfaite santé, mais maintenant, j'ai une crise presque chaque jour. Je pleurais de peur. Je pensais toujours que c'était la dernière nuit chez mes parents. Après l'école, j'avais peur de voir arriver les assistants sociaux à la place de mon père ou ma mère. Ma sœur et moi, nous espérons aller au tribunal pour dire qui nous sommes et faire d'autres interviews aussi. Quand vous commencez à comprendre ce qu'il se passe et vous savez ce que vous voulez dire, vous devriez avoir le droit d'aller au tribunal et dire « ce n'est pas juste, arrêtez cela, je veux rester, vous déformez mes paroles, vous mentez ». La mère de ses enfants était marquée au fer des SS avant d'avoir connu leur père. Victime de la violence d'un premier mari, on lui avait retiré leurs 2 bébés. C'est le plus jeune, Danny, qui la retrouvera des années plus tard. Je l'ai trouvée à 15 ans, 14, sur Internet. J'ai échangé des emails avec mon beau-père, son mari. Pendant 2 semaines, nous avons échangé des emails. Il te les faisait suivre. Et finalement, je crois que je t'ai envoyé un email. Tu as d'abord téléphoné. Oui, c'est ça, un coup de fil. Nous avons commencé à nous appeler et finalement tu es venu. On est resté là. Ça a vraiment été le plus beau jour de ma vie. J'ai été placé avec des parents adoptifs. C'était des gens horribles. Ils s'appuyaient sur le pédopsychologue pour dire que j'avais une maladie qu'il fallait soigner, alors que j'avais rien. Ils disaient ADHD. ADHD, hyperactivité et déficit de l'attention. Moi, j'ai pas ça. C'était un truc pour me donner des médicaments qui rendent plus docile, obéissant. Oui, c'est ça, la Ritaline. C'est très dangereux. Il y a beaucoup d'effets secondaires, on ne l'avait pas étudié sérieusement. Quand Danny a retrouvé sa mère, ses parents adoptifs l'ont rejeté. Il n'a donc plus de certificat de naissance du tout et s'est vu refuser un passeport parce que, selon la police, il n'existe pas.
Je suis arrivé du Zimbabwe à 7 ans et j'ai été retiré à 10. Quand c'est arrivé, la première chose, ça a été la police démolissant la porte pour entrer dans l'appartement. J'ai essayé de les en empêcher, je me suis barricadé avec des armoires. La police a surgi et m'a emmené au commissariat, m'a donné un repas, et après ils ont mis un document devant moi et m'ont expliqué: c'est pour confirmer que tu as déjeuné, alors s'il te plaît, signe-la. J'ai signé et plus tard j'ai su que c'était un document contre ma mère. À partir de là, j'ai été immédiatement en famille d'accueil. Après, j'allais dans des centres d'évaluation et ça durait. C'était censé être pour 6 semaines, mais je crois que ça a duré 1 an. Ensuite, ils m'ont placé dans un orphelinat. Et là, il y a encore eu des problèmes. Quelques mois plus tard, j'étais de retour dans un centre d'évaluation, puis encore dans un orphelinat, et dans un centre d'évaluation, et rien ne marchait parce que je n'acceptais pas ce qui se passait. Et ce n'est encore que plusieurs mois après que j'ai vraiment admis ce qui m'était arrivé. Et ça a tout d'un coup fait tilt, j'ai réalisé, je ne vais jamais en sortir. On m'a dit les yeux dans les yeux, dès que ta mère a un environnement stable, tu pourras rentrer. Et elle a fini par l'avoir, mais je n'ai jamais été autorisé à rentrer, même quand je répétais « Vous m'avez promis que cela arriverait ». Mais rien n'arrivait et je devenais de plus en plus rebelle. Par chance pour moi, ma grand-mère, qu'elle soit bénie, a été assassinée au Zimbabwe. Et à cause de ça, j'ai pu partir et j'ai repris ma propre vie au Zimbabwe. Mais ils m'ont pris 7 ans d'enfance. J'ai appartenu à l'État jusqu'à 16 ans.